Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue chez Contexte, bienvenue à Bruxelles, bienvenue dans la bulle européenne. Je m'appelle Lucille Bréau et je suis responsable éditoriale de notre bureau ici dans la capitale de l'Union. Je vous accueille pour ce live spécial consacré aux 100 premiers jours de la commission von der Leyen 2, un live avec notre rédaction. Notre rédaction, vous le savez à présent si vous nous suivez régulièrement, c'est la plus importante rédaction francophone à Bruxelles. Ici, 17 journalistes travaillent tous les jours d'arrache-pied pour vous proposer le meilleur décryptage des politiques publiques européennes. Notre obsession, comme toujours, vous proposer l'information la plus utile possible. Alors ce format, c'est aussi et d'abord le vôtre. Au programme, 45 minutes d'échange en direct pour plonger au cœur des 3 premiers mois de ce nouveau collège. La nouvelle commission est officiellement entrée en fonction le 1er décembre dernier. 45 minutes pour tenter de répondre à plusieurs questions. Alors que le clap de fin des 100 premiers jours du mandat se rapproche, les commissaires se sont-ils appropriés leur fameuse lettre de mission? Où en est-on du fameux pacte pour une industrie propre? Que sait-on de la vision pour l'agriculture et l'alimentation qui doit être présentée pour la mi-février? Sur les sujets tech médias, enfin, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, ça ne vous aura pas échappé, vient bousculer l'agenda des 100 jours, avec évidemment l'enjeu majeur de l'application du DSA, le fameux règlement sur les services numériques. Ces questions et bien sûr, comme toujours, les vôtres en direct. Alors allez-y, dès maintenant, j'attends vos questions dans le chat. Avec nous aujourd'hui pour plonger dans ce programme, dans ce nouveau collège, 3 des journalistes de Contexte à Bruxelles. Anna Hubert, bonjour. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Tu es journaliste pour notre édition Énergie à Bruxelles, celle qui traite de tout ce qui a trait à la décarbonation de l'économie dans l'Union, avec l'enjeu de rester évidemment toujours compétitif, mais aussi des prix de l'énergie, de la sécurité d'approvisionnement, entre autres. Anna, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Moi, je vais vous détailler la to-do list qu'a adressée von der Leyen à ses commissaires pour les 100 premiers jours du mandat, et notamment en matière d'énergie. Je vais vous parler pacte industrie propre, boussole de compétitivité, fin des importations d'énergie russe. La liste est super longue, mais les contours sont très, très imprécis, aux grandes dames des lobbyistes et aussi aux grandes dames des équipes de commissaires elles-mêmes, en fait. Merci beaucoup, Anna. On te retrouve tout de suite avec nous également Guénaël Pépin. Bonjour, Guénaël. Bonjour. Alors, Guénaël, tu es journaliste pour nos éditions Tech et Médias à Bruxelles. De quoi vas-tu nous parler, toi, aujourd'hui ? Vous parlez d'IA, vu que le rapport Draghi a pointé très fortement le retard européen en matière d'intelligence artificielle. Donc, la Commission, là, dans les 100 jours, veut lancer des usines d'IA. Donc, je vais expliquer ce que c'est et où on en est. Et à côté de ça, on va faire le point sur le DSA, vu que l'actualité a un peu tombé sur tout le monde, y compris la Commission. Et la Commission est assez silencieuse, même le silence assez assourdissant face aux plateformes américaines. Donc, on va parler de ça. Merci beaucoup, Guénaël. Et enfin, on est avec Lou Roméo. Bonjour, Lou. Bonjour, Lucille. Lou, tu es journaliste pour notre édition Agro à Bruxelles, celle qui traite de tout ce qui a trait aux questions agricoles, évidemment, de la future révision de la politique agricole commune, entre autres, mais aussi de ces fameux accords commerciaux dont on a tant entendu parler fin 2024, comme le Mercosur. De quoi vas-tu nous parler, toi, aujourd'hui, Lou ? Bien, je vais vous parler des premiers pas du nouveau commissaire à l'agriculture et à l'alimentation, Christophe Hansen, donc des premières mesures qu'il a mises en place depuis sa prise de poste et de ce qu'on connaît de la future vision pour l'agriculture et l'alimentation qu'il devra présenter normalement le 19 février prochain, de ce qu'on s'attend à ce qu'elle va contenir. Et aussi des différents documents sur lesquels il va s'appliquer pour la construire. Merci beaucoup, Lou. Tous ces sujets, toutes ces questions assaisonnées, comme à chaque fois, d'un question-réponse très interactif sur ce qu'on vient d'aborder. Alors, je le redis, on attend vos questions en direct dans le chat pour rendre ce moment le plus interactif possible avec vous. C'est donc parti pour 45 minutes. On commence ce live de rentrée par un point calendaire. On est un peu près à la moitié de ces fameux 100 jours qu'on va évoquer ce matin, fin 2024. Ursula von der Leyen a fixé des objectifs ambitieux à ses commissaires. D'ici la fin février, une stratégie européenne de compétitivité, un livre blanc sur la défense européenne, un dialogue stratégique sur l'automobile, un pacte pour une industrie propre.
Un fameux omnibus de simplification dont on ne sait pas encore grand-chose, mais qui va arriver bientôt sur le devant de l'actualité, à savoir la réouverture potentielle d'un certain nombre de textes. Mises bout à bout, toutes ces annonces comprises à la fois dans les lettres de mission des nouveaux commissaires et dans les premiers grands discours de la présidente dessinent le programme des fameux 3 premiers mois du mandat. Vous le savez, c'est 100 jours. Pourquoi on en parle ce matin ? Parce que ces 100 jours, traditionnellement, c'est un marqueur, comme en France après une présidentielle. Ça donne le ton, l'impulsion politique du mandat qui commence. Alors, pour comprendre ce qui se joue dans cette période, un conseil pour commencer, lisez ce papier d'Anna Hubert qui est avec nous ce matin. Ce papier publié la semaine dernière chez Contexte et qui s'intitule « Van der Leyen, 200 jours d'incertitude ». Samuel, qui nous accompagne pour réaliser ce live, vous partage en ce moment le lien dans le chat. On comprend, grâce à Anna, et on va y revenir, que contrairement à 2019, où les contours du futur Green Deal étaient déjà à peu près connus dès le début du mois de décembre, cette fois-ci, on a un peu l'impression que la Commission navigue à vue, donc la tentation est grande de multiplier les promesses. On va tenter d'éclaircir un petit peu ce qu'on appelle communément ce brouillard pour vous aider à y voir plus clair. Voilà pour le décor, il est planté. On plonge donc sans attendre dans l'analyse avec vos questions, toujours bienvenues. Je vois qu'elles commencent à arriver dans le chat et on commence avec toi, Anna, assez logiquement d'abord, car tu as enquêté en ce début d'année 2025 auprès des lobbies à Bruxelles et évidemment des services de la Commission sur cette avalanche d'initiatives. 2 constats avant de prendre vos questions. Premier constat, Anna, pour l'instant, dans le privé, en fait, on navigue un peu à vue, un sentiment que partagent aussi beaucoup de fonctionnaires européens. Ouais, et c'est assez étrange pour un second mandat. C'est le second mandat d'Ursula von der Leyen. Un second mandat est souvent très cadré dès le début. Elle sait ce qu'elle fait. La présidente connaît le fonctionnement de la commission. Et là, c'est pas le cas. Et effectivement, tu comparais avec 2019. En décembre 2019, on avait une communication très complète sur le Green Deal avec une annexe qui listait et même le timing de chaque initiative. Donc, tout le monde était parti en vacances avec une vision assez claire de ce qu'il attendait à la rentrée, à Noël. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est plutôt des annonces en pagaille depuis juillet, depuis le discours de von der Leyen de juillet et sa confirmation auprès du Parlement. Chacun essaie de reconstituer le puzzle, sachant que les noms des initiatives changent, sachant que les calendriers changent. Certains se voient tout d'un coup rapatriés dans les 100 jours, comme une initiative sur la cybersécurité des hôpitaux là qui a été rapatriée dans les 100 jours. Certains se voient ressortis des 100 jours, comme le livre blanc sur la défense. Voilà, on rajoute à ça la maladie de von der Leyen qui retarde un peu la machine. On va peut-être rappeler qu'Ursula von der Leyen, elle est encore à ce stade arrêtée. Elle a une pneumonie sévère, voilà, qui l'empêche d'être à proprement parler aux affaires. Beaucoup reconnaissent à la Commission que c'est quand même que même sans ça, les premières initiatives auraient été retardées. La boussole de compétitivité qui était prévue pour le 15 était de toute façon pas prête. Alors, est-ce qu'on sait pourquoi cette boussole, elle n'était pas prête ? On a compris qu'elle était décalée. Est-ce qu'on sait peut-être la date à laquelle elle va être présentée ? Oui, elle va être présentée le 29 janvier, si tout va bien. Donc, dans très peu de temps, elle est pas prête. Bon, c'est déjà cette boussole, elle vise à mettre dans les mots de la Commission, dans la bouche de la Commission, le rapport, ce que la Commission entend retenir du rapport Draghi et du rapport Letta. Et en fait, comme ça paraît simple, mais en interrogeant plusieurs cabinets de commissaires, on nous dit que c'est beaucoup plus compliqué que prévu, surtout si on veut commencer à parler un peu argent, sachant que la négociation sur le budget européen n'est pas encore complètement officiellement lancée. Donc, si on veut lui donner un peu de piment, un peu de dent, un peu de mordant à cette boussole, on n'y est pas encore. Les services de la Commission sont un peu surchargés de boulot. Tout est centralisé, on comprend que tout est centralisé au secrétaire général et sous Ursula von der Leyen. Et donc, effectivement, les cabinets sont encore dans le flou. Et peut-être juste on va peut-être rappeler que c'est Stéphane Séjourné, notre commissaire français, qui la porte, cette boussole, qui est en charge de la piloter, de la faire naître. Oui, tout à fait. Et je ne sais pas si tu veux, j'enchaîne juste sur un deuxième constat, peut-être Oui, bien sûr. Sur le pacte pour une industrie propre, ce fameux Clean Industrial Act qui reste aussi assez mystérieux. Alors, qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on ignore encore? Je vois qu'il y a une question et on va en profiter. Question de Victoria qui nous demande: avez-vous plus d'informations concernant
la timeline et ce qui viendra en premier sur le Clean Industrial Deal après février. Ouais. Tu es tout à fait la personne adaptée pour répondre à Victoria ce matin dans la mesure de tes compétences. A priori, le calendrier, il change pas pour l'instant. Il reste le 26 février. Il va être présenté ce pacte avec l'omnibus, et j'y reviendrai après, un texte omnibus, et avec ce pacte qui sera probablement surtout une communication, donc un texte non législatif, viendraient deux textes importants pour l'énergie, c'est le plan d'action énergie abordable et la feuille de route pour sortir des importations d'énergie russe. Ça, c'est juste pour poser le cadre de ce qui va être présenté en même temps que ce pacte-là. Ce qui est pas clair, c'est la part de législatif qu'il y aura dans le pacte en lui-même et ce qui comportera un peu de mordant, un peu de législatif. Ça, c'est pas clair. C'est pas clair parce que les cabinets eux-mêmes ne savent pas vraiment, que les arbitrages ne sont pas rendus. Ça, c'est ce qu'on nous disait encore il y a 2 jours. Donc, voilà, à un peu plus d'un mois, les arbitrages de von der Leyen ne sont pas rendus. On ne sait pas s'il y aura de l'argent frais dans ce pacte-là. Et sans argent frais, l'industrie risque d'être déçue. Beaucoup risquent d'être un peu déçus, surtout que l'industrie voit une sorte de carotte, là où le bâton sera la future cible climatique de l'Union européenne pour 2040. On pourra y revenir, mais l'Union européenne doit se doter d'une future cible climatique, de rehausser son ambition climatique pour 2040. Et donc, certains voient en ce Clean Industrial Deal quelque chose qui pourrait aider les entreprises. Donc, si le Clean Industrial Deal n'est pas à la hauteur, on voit les effets de répercussion que ça pourra avoir sur d'autres textes comme les textes climatiques. Et donc là, ça c'est pour le timing des différents textes qui vont nous tomber dessus dans ce premier semestre. Sur ton secteur, l'énergie, on attend aussi une roadmap. Tu l'as évoqué sur la sortie de la dépendance à la Russie. Qu'est-ce que l'Europe peut faire de plus en la matière? C'est un peu un serpent de mer, ce sujet pour contexte énergie. Oui, complètement. En fait, depuis la guerre en Ukraine, la Commission n'est pas restée les bras à ballon, les bras croisés. Mais là, il s'agit de faire plus et d'aller plus vite. On a une date un peu indicative qu'avait formulée von der Leyen en 2022. C'était sortir en 2027 des combustibles fossiles russes. C'est pas une date qui est contraignante, qui est obligatoire. On pourrait imaginer que la question se pose à la Commission de rendre cette date obligatoire avec des vraies mesures pour sortir en 2027 de l'énergie russe. On pourrait aussi imaginer que le scope, le périmètre de cette feuille de route sont un peu élargies à autre chose que simplement, on va dire, le gaz, mais peut-être le nucléaire. Ça, c'est un sujet qui fait toujours débat. À quel point l'uranium russe, l'uranium enrichi ou même le combustible nucléaire russe pourrait faire l'objet de mesures pour stopper toutes les importations. On parle aussi de trouver une alternative aux sanctions. En fait, c'est ça, c'est surtout les sanctions contre la Russie qui font que l'Union européenne se coupe petit à petit de l'approvisionnement russe. Enfin, c'est en partie les sanctions. On pourrait trouver une alternative puisque ces sanctions, elles doivent être prises à l'unanimité et ça bloque, notamment du côté de la Hongrie, par exemple, ça bloque souvent. On ne sera pas surpris. Voilà. Et donc, on pourrait imaginer des droits de douane. Voilà. Il y a plein d'idées qui flottent. Là encore, on n'imagine pas forcément un texte législatif, mais plutôt une sorte de communication qui prenne le relais de la communication REPowerEU qui avait lieu en 2022. Alors, on a plusieurs questions qui nous arrivent. Une de Lucas et une je reprends mon petit fil de Camille qui se recoupe un peu. Je vais prendre celle de Camille, mais qui est un peu complémentaire. Quel horizon de temps pour la publication de la proposition législative Objectif intermédiaire 2040? Anna, c'est toi qui l'évoquais. Est-ce que tu as une idée en la matière? Camille nous demande également ce qu'il en est de ce package omnibus. Est-ce qu'il s'agira d'une proposition législative ou de décision de la Commission? C'est évidemment quelque chose qu'on va regarder très finement. Est-ce qu'il y a enfin une différence de scope, de nature, et c'est aussi la question de Lucas, entre le Industrial Decarbonization Acceleration Act et le Clean Industrial Deal? Voilà, d'avance, merci pour vos réponses. Si Anna, tu peux éclaircir un petit peu ces points. D'abord, sur la première question, je crois qu'on parlait de la cible climatique 2040, peut-être. Le timing est toujours flou et c'est pas les gens, même assez haut au niveau dans les cabinets de commissaires, ne savent
toujours pas si il sera présent, cette cible 2040 sera présentée en même temps que le Clean Industrial Deal, le pacte industrie propre. Certains poussent, la DG Climat pousse pour avoir justement cette espèce de communication avec deux piliers, quoi. Peut-être ce que je disais tout à l'heure, le bâton et la carotte. Mais d'autres ont plutôt l'avis contraire. Je pense à la présidence polonaise, par exemple, qui vient de commencer au Conseil et qui, elle, veut absolument pas avoir trop tôt de débat sur la cible climatique 2040 parce qu'elle a ses élections présidentielles en mai à venir, qu'elle a pas du tout envie qu'un accord soit négocié pendant ces 6 mois de présidence parce que c'est un sujet trop compliqué pour eux à la maison. Ils préféreraient passer le bébé aux Danois et donc préféreraient que la Commission décale un petit peu le calendrier. Aussi, certains disent, en fait, on aimerait d'abord savoir qu'est-ce que la Commission met sur la table pour l'industrie, comment la Commission compte aider les entreprises avant de s'accorder sur une cible climatique plus ambitieuse. Donc sur le calendrier, c'est toujours en débat. C'est pas une question là pour le coup de on n'est pas prêt sur le 2040 parce que c'est un texte qui apparemment sera assez simple. Il s'agit de modifier 1 ou 2 chiffres. Ça c'est pour 2040. Sur l'omnibus, ce qu'on sait c'est que donc il y aurait là pour le coup un texte législatif, voire plusieurs. Qu'il s'agit de simplifier, revoir les obligations de reporting dans 3 textes particulièrement, CSRD, CS3D et taxonomie. J'imagine que tout le monde, j'ai perdu la moitié des gens et tout le monde s'est déconnecté. Pas du tout, on n'a pas du tout envie de vous perdre, mais on essaie d'être le plus pédagogue possible, évidemment. Bon, en gros, ce sont des textes qui obligent les entreprises à publier leur activité, voire à réorienter leur activité pour répondre à des normes environnementales, climatiques, sociales. On a une date pour cet omnibus, si je ne m'abuse déjà. C'est en même temps que le Clean Industrial Deal. C'est donc le 26 février. C'est présenté par Stéphane Séjourné, comme tu disais tout à l'heure, Lucille. Et là encore, le scope, le périmètre est toujours en débat. Certains, comme justement Stéphane Séjourné, poussent pour élargir les textes qui subiront cette simplification, avoir plus que ces 3 textes-là. D'autres, comme Dombrovskis, par exemple, un autre commissaire, pousse pour resserrer le périmètre, pas partir partout. Ce qu'on sait, c'est il pourrait s'agir de créer un statut d'entreprise de capitalisation moyenne. Donc, c'est des entreprises qui ne sont ni des PME, ni des trop grosses boîtes et qui auraient des réglementations un peu allégées pour les 3 textes dont on parlait tout à l'heure. Et l'autre incertitude, c'est à quel point l'omnibus, c'est un one-shot et à quel point ça va ouvrir une séquence de simplification pour peut-être détricoter ou ouvrir d'autres textes au cours du mandat. Plusieurs textes, on comprend qu'il y en a certains qui voudraient marquer le coup avec un moment fort où il y aurait cet ensemble qui serait proposé, d'autres qui pourraient envisager au fur et à mesure du mandat d'autres effectivement. Exactement. Texte. Et juste la dernière question très rapidement sur la différence de périmètre entre le Clean Industrial Deal et le Decarbonization Acceleration. Bon, je vois de quoi on parle. J'ai plus les termes dans le bon ordre non plus. En fait, il y en a un qui donc le Clean Industrial Deal, c'est vraiment la communication chapeau, qui a un périmètre très large, alors que l'autre texte dont on parle pour décarboner, moi ce que je comprends, c'est que c'est une sorte de Net Zero Industry Act, donc une sorte de réponse à l'IRA américain, mais pour les énergo-intensifs. Donc, on a un scope, pour moi, un périmètre, qui est plus resserré pour cette initiative-là que le Clean Industrial Deal, qui est la communication chapeau. Là, on parle d'accélérer la décarbonation des énergo-intensifs en particulier. Ça, ce sera sûrement du législatif, contrairement au Clean Industrial Deal, qui est pour l'instant surtout une communication chapeau. Merci beaucoup, Anna. On va peut-être prendre deux petites dernières questions avant d'enchaîner avec Guénaël Pépin. Alors, celle d'Alix à 11h09 qui nous demande si on a des informations sur la publication du Work Programme 2025 de la Commission et de son contenu. Évidemment, on ne va pas vous mentir, ça fait partie des choses qu'on cherche avec beaucoup d'assiduité. Je te laisse compléter, Anna, mais ce qu'on sait, c'est qu'il va être présenté le 11 février par la présidente. Évidemment, c'est des documents qui sont extrêmement difficiles à aller chercher et qui sont dans des stades de draft où on essaye d'aller vous apporter l'info, évidemment, dans tous nos briefings le matin, le plus finement possible. Oui, les débats ont déjà, commencé à la commission pour savoir parce que ce working programme de la commission, ce plan de travail, c'est pas pour tout le monde, c'est pour 2025 et c'est pas uniquement ce que la commission va présenter, mais aussi ce qu'elle va peut-être, les initiatives prévues qui seront décalées, les initiatives ou les textes qui seront abrogés, supprimés. Donc c'est vraiment
voilà, pas simplement un calendrier, mais quelque chose, un document très épais. Et effectivement, qu'on cherche activement. Pour l'instant, la présentation, elle n'est pas décalée, elle est toujours au 11 février, et ça se passera à Strasbourg, donc pas à Bruxelles. Voilà, on ne sait pas grand-chose de plus. À ce stade, mais on continue de chasser l'info, évidemment. Nos boîtes mail sont toujours ouvertes si vous avez des choses. C'est peut-être sûrement même dans ce texte-là, plus que dans le Clean Industrial Deal, dans la boussole, dans l'omnibus, qui sont beaucoup de communication, c'est surtout dans ce texte-là qu'on saura, en termes de législatif, est-ce que la Commission va continuer à faire autant ou à faire moins? Von der Leyen avait promis que cette Commission-là serait le temps de l'implémentation, de la mise en œuvre, et peut-être moins de nouvelles législations. On va voir dans ce working programme-là, en fait, dès le début, si effectivement il y a une différence de ton par rapport au mandat présent. Merci beaucoup, Anna. Et je te renvoie enfin à la question de Jeanne qui nous demande des nouvelles de l'acte délégué hydrogène de bas carbone. Que tu connais bien, si je ne m'abuse. Est-ce que cette publication est toujours envisagée au même moment que le Clean Industrial Deal, à ta connaissance? Je commence à me désespérer sur ce texte, pour te dire. Moi, donc, déjà, avant cette publication, ce qu'on entend, c'est qu'il y aurait une réunion des experts des États membres sur le sujet. Et à ma connaissance, en tout cas en début de semaine, il n'y avait toujours pas de date de fixée pour cette réunion, qui devait être prévue en janvier. Ça paraît difficile qu'il y ait une présentation du texte sans cette réunion préalable des États membres et de leurs experts. Donc plus on avance, plus le calendrier devient un peu serré. Mais a priori, on a encore le temps d'ici le Clean Industrial Deal. Moi, je serai la commission, en tout cas, c'est ce que je ferai. C'est-à-dire que c'est déjà une journée où on va être noyé sous l'omnibus, sous 2-3 textes liés à la Russie, au prix de l'énergie, le Clean Industrial Deal. Pas forcément le plus percutant. Si je voulais cacher un texte un peu compliqué sur lequel il est un peu compliqué de communiquer, je ferai ça. Ce serait pas la première fois qu'elle fait ça, mais voilà, j'ai pas de confirmation de la date si c'est la question. Simplement des rumeurs. Et il y a 2 personnes qui nous demandent également de rappeler quels sont les 3 textes, je pense, de l'omnibus. Est-ce que tu peux nous rappeler juste de quoi il s'agit? Alors, ce qu'on connaît à date, et évidemment la liste n'est pas exhaustive, on le comprend. Donc, en premier texte qui est la taxonomie des investissements durables. Donc, vous savez, c'est la liste des activités qui seront, qui peuvent compter comme verts ou habilitantes des activités économiques. Et donc, c'est un texte qui sert un peu de base pour tout ce qui est financement durable, qui liste ces activités. L'autre texte, c'est la SCS 3D qui est sur le devoir de vigilance, donc là moins sur les normes climatiques mais plutôt sur les normes sociales et droits de l'homme, et puis la CSRD là qui s'applique aux entreprises et qui justement les oblige, la CSRD est très liée à la taxonomie, c'est-à-dire qu'elle les oblige à prendre en compte la taxonomie des activités durables et à dire à quel pourcentage de leurs activités sont vertes ou habilitantes. Enfin voilà, il y a toute une taxonomie de différents degrés jusqu'au vert. Mais voilà, c'est ces 3 textes-là. Moi, je suis pas spécialiste de ces textes. C'est des textes qui concernent soit les entreprises, soit beaucoup les banques, qui concerne beaucoup l'énergie, parce que la taxonomie, par exemple, comporte des activités controversées comme le gaz et le nucléaire. Mais merci beaucoup pour ce rappel salutaire et pour ta pédagogie en matière d'omnibus. Pour aller plus loin, je vous recommande à nouveau cet article que tu signes pour Contexte, Anna, Von der Leyen, 100 jours d'incertitude. Également de vous plonger, de parcourir sans modération les papiers agenda de l'ensemble de nos éditions qui ont été publiées lundi dernier pour avoir une idée un peu fine de ce qui se prépare du semestre à venir. On va vous partager celui de notre édition Pouvoir et celui de notre édition Santé, mais chaque édition, évidemment, a le sien. Les liens sont dans le chat. Guénaël, je me tourne vers toi à présent. Alors, Guénaël, pour nos éditions tech et surtout médias à Bruxelles. Guénaël qui a fort à faire ces derniers jours avec le retour de Donald Trump aux affaires aux États-Unis. Même exercice que pour Anna Guénaël de constat. Dans les 100 premiers jours du mandat, Ursula von der Leyen a donc promis une initiative sur les usines d'IA. En bref, la Commission veut relier les startups spécialisées
centralisé à son réseau de supercalculateurs. Mais pourquoi maintenant et pourquoi faire, Guénaël, surtout? Parce que selon ce cher Mario Draghi, qui a sorti son rapport l'an dernier, il y a urgence à avoir de la puissance de calcul pour les entreprises européennes, surtout les PME européennes, dans l'idée d'avoir un contrepoids, on va dire, au règlement sur l'IA. C'est-à-dire que le règlement sur l'IA fixe les règles. Aujourd'hui, maintenant, il faut donner les moyens aux entreprises d'entraîner des modèles, de les exploiter. Et là-dedans, il y a deux enjeux, les données. Donc, on a le règlement sur l'IA, Data Act, législatif, et de l'autre, donc il faut des infrastructures pour entraîner. C'est vraiment le nerf de la guerre. Et donc, là, dans les 100 jours, il y a 7 bientôt, mais 5 vraiment sûrs projets d'usine d'IA qui ont été annoncés par des États, donc pour 1,5 milliard d'euros d'argent national et européen. Et donc l'idée, c'est que 9 autres États ont déjà annoncé qu'ils vont s'associer à ces projets-là pour donner accès à leurs startups à ces infrastructures et dans l'idée de développer des filières autour de ces infras. Alors, est-ce qu'il y a la France dans ces États? Pas encore. Pas encore. T'as pas encore vu. Suspense. Et je rappelle qu'on attend à Paris un sommet sur l'IA qui sera extrêmement structurant tout début février, le 11 février, si je ne m'abuse, Guénaël, mais corrige-moi si je me trompe de date. C'est ça, c'est mi-février et qui est vraiment au cœur de toutes les discussions à Bruxelles sur le sujet. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup d'attentes politiques autour. Ouais. Bien sûr. Donald Trump, évidemment, Guénaël, on le disait, a bien secoué ta rentrée. Enfin, surtout Elon Musk, enfin les deux. Enfin, on sait pas trop au final. Hein. On sent la tech américaine qui s'aligne vraiment derrière le républicain. Alors bon, l'exemple le plus frappant ces derniers jours, ça ne vous a pas échappé, c'est Meta et Mark Zuckerberg, hein, qui exemple un peu frappant de cette volte-face ces derniers jours. Et en face, on sent la commission, tu le disais en introduction, assez atone. Est-ce que ce n'est qu'un ressenti? Est-ce qu'on sait pourquoi la commission ne répond pas de manière très vive ou très nette à ce qui se dit outre-Atlantique? Déjà, à part Ursula von der Leyen, c'est quand même une nouvelle commission qui s'installe, surtout avec Anna Verkunen et Michael Magra, qui sont les deux premiers commissaires en première ligne sur le sujet. Elle est atone parce que d'une, elle est tenue sur le sujet à ces enquêtes DSA, qui sont des procédures très lourdes. Donc, il y a une enquête sur X, il y a eu plein de demandes d'informations à Meta, c'est l'an passé. La question, c'est de savoir c'est de ne pas mettre en danger ces enquêtes. C'est quelles actions la commission peut entreprendre sans mettre en danger l'enquête DSA, et ce qui est un calcul immensément difficile et en fait politique, même si la commission elle répète qu'on est à un stade technique des enquêtes, des procédures. En fait, chaque décision est hyper politique, donc ils ont cet tâton. Et pour le dire, la commission n'a plus Thierry Breton qui partait un peu tout seul. Un peu contre l'administration avec des lettres, un peu contre le reste du collège. Il a embarqué la commission dans cette aventure. C'est pas du tout la mentalité d'Enna Verkunen quand on discute avec des gens. La commissaire finlandaise, on le rappelle. Oui, pardon. Une vice-présidence exécutive chargée de la tech et des médias. Et donc vraiment du DSA, et qui a martelé pendant ses auditions partout, tout le temps, et depuis dans cette séquence de cette semaine, on n'a plus que le DSA, point. Mais sans faire de promesses sur le timing, sans faire de promesses sur les issues d'enquête, sur l'ouverture de nouvelles enquêtes. Et les services sont, eux, en pleine effervescence. Le travail est vraiment hyper avancé déjà sur X, sur Meta. Et donc, il y a une capacité de réaction immédiate qui est très, très limitée. Et on attend peut-être une intervention d'Enna Verkunen à Strasbourg la semaine prochaine, mais qui reste évidemment à confirmer, mais qui était un petit peu dans les tuyaux. Alors, il y a deux questions. Une première question qui remonte au tout début de ce live alors j'ai malheureusement, je suis désolée, perdu le prénom de la personne, mais quelqu'un nous demandait des nouvelles de Glenn Micallef. Est-ce que tu as des nouvelles de Glenn Micallef, qui est le commissaire à la culture jeunesse, commissaire irlandais, si je ne m'abuse? Non, maltais. Irlandais, c'est oui, Magra. Je les mélange, pardon, autant pour moi. As-tu des nouvelles de Glenn Micallef?
On attendait donc il doit dans les 100 jours, sa grande promesse, c'est un forum sur la jeunesse avec Michael Magra. Et on n'a pas de nouvelles encore. On l'attendait peut-être d'ici la fin du mois. J'ai pas d'indication pour l'instant dessus. Est-ce que c'est leur priorité? Enfin, en tout cas, je pense que dans son équipe, c'est une des priorités, c'est clair. Après, vu la situation, est-ce que c'est une des priorités de la commission? Je suis pas aussi certain, et y compris de Michael Magra. Il y a une question de Joachim qui revient sur le DSA, évidemment. Est-ce que tu évoquais la commission met-elle de la mauvaise volonté dans ses enquêtes DSA, DMA de ton point de vue? Et est-ce qu'elle peut, nous demande Joachim, jouer la montre et faire volontairement traîner ses enquêtes pendant des années? Alors, c'est une réponse un peu longue. Je pense pas que du côté de l'administration, une mauvaise volonté. Je pense que l'administration, en tout cas, les gens qui aujourd'hui appliquent le DSA sont les gens qui l'ont écrit dans l'administration. Ce sont des gens extrêmement motivés et qui passent, si je comprends bien, leur soirée et week-end à travailler dessus. Donc c'est très actif. Du point de vue politique, en fait, les auteurs du DSA, Margrethe Vestager et Thierry Breton sont partis. Et même si Ena Virkkunen a été rapporteur fictif sur le DSA, n'a pas été très active et très hyper convaincue. Donc, ils ont moins de mal à attendre sur les décisions politiques. La question, c'est effectivement, imaginons que une sanction contre X ou une nouvelle étape d'enquête formelle sur X, qui est la seule vraiment ouverte, enfin la première ouverte, pardon, arrive le mois prochain, que l'administration soit prête. C'est vrai que la tentation, on soupçonne la commission de mettre le frein en jaugeant la réaction des Américains. Ça, c'est assez clair. Ena Virkkunen ne va pas aller forcément contre eux. Ursula von der Leyen non plus. En tout cas, c'est les soupçons très forts du côté du Parlement, du côté du Conseil, ce qu'on entend même parfois en interne. Alors, tu nous parlais d'Ena Virkkunen, évidemment, que tu suis depuis le départ. Tu as couvert son audition, entre autres, au Parlement, ses premiers pas. Est-ce qu'elle s'est vraiment installée dans son rôle, Ena Virkkunen? Elle doit se préparer à des arbitrages prochainement, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Est-ce qu'elle a vraiment endossé ce costume? Pas encore. C'est assez net. Et justement, là, dans cette période très intense, le reproche lui est fait d'avoir une communication qui est une communication de temps de paix, on va dire, où tout se passe bien, où justement elle prend le temps de faire les choses. Quand bien même, j'imagine qu'autour d'elle, comme d'effervescence. Non, elle s'installe clairement. Et sur le fond, le retour qu'on a un peu en général des gens qui interagissent avec elle et la commission, c'est que elle n'a pas la combativité d'un breton. Bon, je parle un peu en français, mais c'est assez net. Enfin, le retour qu'on a, c'est que elle ne va pas aller d'elle-même contre les gens ou contre une décision parce qu'elle a forcément envie d'appliquer le DSA envers et contre tout. Ça, c'est donc non, elle s'installe. Clairement, son équipe aussi. Le problème, c'est que la situation américaine leur tombe dessus maintenant et pas dans 3 mois. Évidemment, sans doute. On le rappelle aussi, mais tes dossiers, les dossiers que tu suis, des dossiers tech et médias, c'est un vrai puzzle entre commissaires. On l'a vu par exemple sur les dernières sorties d'Elon Musk, on a eu pas moins de 3 commissaires qui se sont exprimés de manière presque concomitante et pas forcément complètement tous alignés. Est-ce que c'est un problème qui est identifié et qui pourrait poser des difficultés dans les semaines à venir? C'est un problème qui est identifié, qui est très net sur le DSA. C'est clairement Ena Virkkunen qui est en lead. C'est vrai qu'on a eu aussi des interpellations de Michael Magra, aussi de Kaja Kallas, parce qu'on parle d'ingérence étrangère dans les affaires européennes. C'était anticipé dès l'annonce du collège par Ursula von der Leyen et du fait qu'elle a voulu briser les silos
des portefeuilles de l'ancien mandat, aussi pour centraliser la décision. Et donc là, le fait qu'elle soit moins disponible, ça paralyse aussi la machine de ce point de vue-là, enfin du point de vue communication et décision politique importante. Ce qui s'est monté là officiellement ces derniers jours sont des groupes de projets. Et d'ailleurs, une question là-dessus. Oui, il y avait une Qu'est-ce qu'on question pense sur ces fameux. Que pensez-vous de ces fameux groupes de projets qui ont été montés effectivement la semaine dernière? C'est super si tu peux y répondre. C'est pas sur ce qu'on en pense, mais est-ce que ça. Oui, voilà. Je pense que c'est super et que la commission est formidable. Que c'était attendu. C'était une question que vraiment tout le monde a posé à la commission à l'annonce du collège l'été dernier, fin septembre. Et donc avoir un commissaire en lead, avec donc un commissaire en lead et peut-être, je crois que c'est 6-7 autres commissaires en ce qui me concerne sur les groupes de projets intelligence artificielle et démocratie, sans forcément que ce soit un vice-président exécutif qui soit en lead pour un groupe. Donc, ce qui est intéressant aussi. Donc, une question de pertinence qui est assez nette. On va voir si ça marche dans les faits. Le nerf de la guerre avec 6 ou 7 commissaires de toute façon sur un sujet. Donc typiquement, on va prendre la protection des mineurs ou l'application du DSA. C'est l'accès aux administrations. C'était déjà le cas au dernier mandat. Là aujourd'hui, c'est Navir Kounen qui a accès à l'administration qui est en lead sur la plupart des sujets numériques, donc la DG Connect. Michael Magras à DG Justice qui va aussi beaucoup avoir affaire avec du numérique et de la tech du média. Donc, on va voir comment il s'arrange là-dedans. J'ai pas l'impression que de ce point de vue-là, la nouvelle organisation va changer grand-chose, honnêtement. Merci beaucoup, Guénaël. On suivra tout ça évidemment avec toi et je vous recommande aussi également deux articles de Contexte Tech et Médias signés Guénaël Pépin et Léo Lichtvoet, le récit. Les 12 travaux de la commissaire, Enna Virkkunen, le lien est dans le chat, et le récit de son audition devant les eurodéputés qui disait déjà beaucoup de choses sur la manière dont elle entendait endosser ce costume de commissaire, bonne élève de la tech. Elle est comme à la maison chez les eurodéputés. Merci beaucoup, Guénaël. Tu restes en ligne avec nous, évidemment. Et je t'en prie. Il y a une dernière question, peut-être. Donc, au-delà du DSA-DMA, quel impact de l'arrivée de Trump sur les enquêtes en cours sur les GAFAM au sein de la DG Comp? Oui. C'est une bonne question. Je ne l'avais pas vu, tu fais bien. Ouais, le droit de la concurrence, ça c'est mon inspiration après 5 ans à Bruxelles, c'est que autant le DSA et le DMA sont des objets nouveaux. Donc, il y a apprentissage et une appréhension politique qui est plus prudente. Le droit de la concurrence, c'est le droit de la concurrence à installer. Je pense que les considérations politiques peuvent avoir moins de prise dessus, surtout que ça va être entre les mains de Teresa Ribera plus que Enna Virkkunen. Donc, ça a peut-être un peu moins d'impact comme ça, d'intuition. Merci beaucoup, Guénaël. Réponse à donc Nathalie qui nous interrogeait sur ce sujet. Je me tourne vers Lou à présent, Lou Roméo, journaliste pour notre édition agro ici à Bruxelles. Même exercice que pour Anna et Guénaël. 2 constats avant de prendre vos questions. Donc, toi, ton commissaire, il s'appelle Christophe Hansen. Christophe Hansen, il a reçu une mission dans les 100 jours, présenter une vision pour l'agriculture et l'alimentation. C'est aussi vaste qu'ambitieux. Que peut-on en dire aujourd'hui? Où en est-on, Lou? Alors, tout d'abord, ce qu'on peut en dire, c'est que déjà, cette vision, elle doit être présentée pour le 19 février prochain. Qu'elle donnera des orientations plutôt politiques pour le prochain mandat, pour les 5 prochaines années sur l'agriculture et l'alimentation, et qu'a priori elle sera transversale. Donc un groupe de projets comme celui qu'évoquait Guénaël juste avant a été lancé la semaine dernière pour participer à la fois à élaborer et à mettre en œuvre cette vision. Ce groupe de projet, il est placé sous la présidence de Christophe Hansen, mais il rassemble 10 autres commissaires. La vision, a priori, elle devrait être aussi abondée par le travail du Conseil européen de l'agriculture et de l'alimentation, l'IBAF, qui faisait partie des recommandations du dialogue stratégique, et que la Commission est actuellement en train de constituer. Il devrait se réunir pour la première fois fin janvier, a priori. Après, sur le fond, ce à quoi on peut s'attendre, c'est que finalement, dans cette vision, ce sont les premières
prise de position de la Commission pour la future négociation pour la PAC post-2027, qui s'ouvriront réellement à l'automne prochain, qui devrait apparaître. Christophe Hansen, il va notamment devoir se positionner sur une des recommandations les plus polémiques du dialogue stratégique, qui a recommandé, on s'en souvient, la sortie progressive du paiement à l'hectare, enfin des aides directes à l'hectare de la PAC. Hansen, notamment lors de son audition, il s'est dit plutôt favorable à cette mesure, mais au Conseil, les 27 ont adopté une position assez claire, à l'unanimité courant décembre, réaffirmant leur attachement au paiement direct. On sait aussi que, par exemple, que le PPE s'organise pour essayer de peser et d'insuffler son propre point de vue dans la vision. Les ministres de l'Agriculture au Conseil ont adopté, les ministres de l'Agriculture PPE, du Conseil ont adopté une position commune mi-décembre sur ce qu'ils voulaient voir inclus dans la prochaine réforme de la PAC. Et on sait qu'actuellement, le groupe PPE du Parlement européen et les ministres de l'Agriculture du PPE sont en train de travailler à une position commune sur, en gros, ce qu'ils veulent voir dans la future vision de Hansen. Voilà. Ce commissaire luxembourgeois qu'on avait, pas forcément découvert au moment de son audition, mais il avait marqué plutôt des points quelques mois plus tard. Bon, on a l'impression que ses premiers pas se passent plutôt bien. Il fait partie de ceux qui font avancer ces dossiers sur les 100 jours. On attend également dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, un paquet simplification. On a beaucoup parlé de simplification depuis le début de ce live. Ton secteur est aussi évidemment tout à fait concerné. Oui, tout à fait. Nous, on s'attend à un nouveau volet de mesures de simplification, donc il faut différencier donc du règlement omnibus qui est confié à Stéphane Séjourné, qui serait annoncé pour le 26 février. Là, nous, ce à quoi on s'attend, c'est donc une liste en fait de mesures de mesures techniques et législatives qui devraient être présentées par Christophe Hansen pour le premier semestre 2025. On n'a pas de date plus précise. Ça pourrait intervenir quand même dès cet hiver. A priori, nous, on s'attend à ce que ce soit, entre guillemets, la suite du travail qui avait été entamé l'hiver dernier par la Commission après la crise agricole. À l'époque, on s'en souvient, la Commission avait demandé notamment à 4 organisations agricoles de transmettre une liste de propositions de mesures de simplification. On pourrait s'attendre à ce que finalement ce nouveau volet de mesures s'appuie finalement sur ces demandes des organisations agricoles. On sait aussi que la Commission avait à l'époque lancé une consultation directe auprès des agriculteurs pour faire remonter depuis le terrain leurs besoins en matière de simplification. De premiers résultats partiels de cette étude sont sortis en octobre, mais de nouveaux développements sont toujours attendus. Elle pourrait donc venir abonder ce paquet simplification. Enfin, on s'attend aussi, il est possible que le benchmarking qui faisait partie des recommandations du dialogue stratégique, donc c'est un système d'étalonnage qui a pour but à la fois de comparer et d'harmoniser la durabilité des exploitations agricoles pour mettre en cohérence les différentes législations, puisse faire partie également de ce volet de mesures de simplification. Merci beaucoup, Lou. On va prendre peut-être une question de Lucas. Je ne sais pas si tu auras une réponse à lui apporter, mais il nous demande si nous avons des informations supplémentaires à communiquer sur l'Agricultural Green Transition Act porté par la présidence polonaise du Conseil. Non. Non, à ce stade, on vous invite à lire nos briefings, à lire Contexte Agro pour aller plus loin sur ces sujets qu'on continue évidemment de suivre. Il y avait beaucoup de questions aussi sur l'avenir du Green Deal en début de live. En fait, c'est évidemment, on l'a dit avec Anna aussi, et peut-être qu'Anna pourra compléter. Ce Green Deal, il a été éminemment structurant dans le mandat qui s'est achevé. Aujourd'hui, il continue de vivre, mais de quelle manière? Est-ce qu'il faut s'attendre à un recul? Est-ce qu'il faut s'attendre à le voir revenir sur le devant de la scène de quelque manière que ce soit? Qu'est-ce qu'on peut dire des engagements qui ont été pris et qu'est-ce qu'on a comme certitude, en tout cas, aujourd'hui? Et comme question. Alors, c'est certain que le paradigme n'a rien à voir avec celui de 2019. Après, nous, ce à quoi on s'attend à ce que Christophe Hansen, finalement, pioche parmi les différents textes promis par le Green Deal qui ne sont pas encore advenus. On n'a pas d'attente particulière sur les sujets les plus polémiques, par exemple sur le sujet des pesticides, à l'exception, a priori,
du biocontrôle, qui est un des seuls sujets sur lequel qui semble en fait faire consensus et qui était aussi inclus dans les recommandations du dialogue stratégique. D'ailleurs, je crois qu'il y a une question d'ailleurs sur ce point. Tout à fait, je l'ai vu passer en début de live. C'était dans notre briefing de ce matin, mais un événement auquel j'ai assisté hier, une représentante de la DG Santé a laissé entendre finalement que le biocontrôle pourrait être inclus dans la vision de Christophe Hansen, justement. Ce à quoi on s'attend, ce serait donc, c'est les demandes qui sont portées depuis longtemps par le secteur, c'est à la fois une facilitation, une accélération des procédures d'autorisation et de mise sur le marché des produits de biocontrôle, et également, et ça va avec, l'adoption d'une définition du biocontrôle à l'échelle de l'Union européenne. Merci beaucoup, Lou. Il est malheureusement déjà 11h45. Le temps file extrêmement vite, surtout quand il est aussi rempli avec vous. C'est donc la fin de ce live déjà consacré aux 100 jours de la commission. Merci Anna, merci Guénel, merci Lou d'avoir été avec nous ce matin. On espère avoir répondu au plus de questions possibles. Merci pour votre fidélité. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce format. Surtout, vous allez recevoir un lien dans quelques minutes avec un questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à le remplir. Ça nous aide à progresser, à avancer, à enrichir nos contenus. Je vous dis à très vite, et pour aller plus loin, évidemment, je vous invite à vous promener sur contexte.com avec des décryptages thématiques détaillés secteur par secteur. Énorme travail, comme toujours, du bureau de Contexte à Bruxelles en cette rentrée. On se retrouve très bientôt pour un nouveau live. Merci encore pour votre fidélité.